Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce live de présentation de Carla Biotherapeutics. Voilà que vous nous regardiez en live maintenant ou plus tard en replay. Donc l'objet de ce live, c'est que l'équipe dirigeante de Carla puisse vous présenter la startup, la société, et surtout de pouvoir répondre à vos éventuelles questions que vous avez sur le projet. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant le live, que ce soit dans l'onglet prévu à cet effet ou dans le chat. Voilà, on y répondra en fin de présentation une fois que tout le monde aura présenté Carla. Donc voilà, moi je suis Thibaut Quérol, je suis responsable des investissements chez WeSeed. Et puis, je vais laisser Mehdi, Maxime et Zaki se présenter pour on va dire l'équipe côté Carla. Je ne sais pas qui veut commencer, Maxime, Mehdi, Zaki. Vas-y, Zaki. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc je vous remercie de prendre le temps de suivre cette présentation de cette belle aventure, cette belle histoire et de ce beau programme que constitue Carla Biothérapeutique. Donc je suis cofondateur et président de Carla Biotherapeutics. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie biotech. Je suis un bébé des startups, j'ai travaillé dans des startups. Et à la suite du coup de cœur et à la suite de la rencontre de l'équipe cofondatrice académique, j'ai décidé de me joindre sur cette belle aventure en tant que cofondateur et président de la société. Voilà. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Je m'appelle Mehdi, donc je suis heureux cofondateur de Carla Biotherapeutics avec l'équipe qu'on va vous présenter tout à l'heure étendue. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Je suis cofondateur de quelques startups en biotech. On va dire que je suis plutôt un entrepreneur dans la partie biotech et ici en tant que cofondateur de Carla Biotherapeutics, dont Maxime est le directeur scientifique et amené à prendre des fonctions dirigeantes. Donc, je laisse la parole à Maxime. Vas-y, Maxime. Merci Mehdi. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être présent ce soir pour vous présenter Carla Biotherapeutics. Donc moi, je suis Maxime Fredon, je suis directeur scientifique de Carla Biotherapeutics, d'une filière issue académique scientifique. Maintenant plus de 5 ans d'expertise dans le domaine que je vais vous présenter par la suite de thérapie cellulaire, et en particulier de développement d'immunothérapie pour traiter les patients atteints de cancer. Et j'ai rejoint Carla Biotherapeutics à la suite de sa création, hein, dans les mois suivant sa création. Et je poursuis l'aventure avec plaisir autour de Mehdi Zaki et les autres cofondateurs de la société. Parfait, merci à tous les trois. Ce que je te propose, Maxime, c'est de commencer à partager la présentation Avec plaisir. pour Carla. Et voilà, je vous laisse présenter Carla. Et je rappelle du coup à tous ceux qui nous suivent en live voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation. On y répondra tout à l'heure. Merci Thibaut. J'espère que la présentation passe bien en grand écran. Je ne vois plus Oui, rien. oui, oui, on voit bien, Ok, on voit bien. super. Eh ben, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous, en direct ou pour les personnes qui vont nous suivre par la suite en replay. Tout d'abord, bah, merci de votre présence et pour l'intérêt que vous avez porté au projet de Carla Biothérapeutique et à nos projets en cours de développement. Je vais donc vous présenter Carla Biothérapeutique et en particulier nos programmes innovants de développement qui vise à traiter, comme vous le voyez, les patients atteints de cancer grâce aux thérapies cellulaires. Donc, comme je viens de l'évoquer, au sein de Carla Biotherapeutics, nous développons des immunothérapies cellulaires pour guérir les patients atteints de cancer. C'est-à-dire que nous allons utiliser les cellules immunitaires des patients comme d'un biomédicament, comme d'un médicament contre le cancer. Nous avons actuellement un premier programme que je vous détaillerai un petit peu plus en détail par la suite, à savoir le programme qui s'appelle Carla 001, qui est un CAR-T-cell dit de troisième génération qui va cibler un marqueur spécifique des leucémies, le CD123. Et ce marqueur est d'intérêt car il est fortement exprimé sur deux leucémies, les leucémies APDC et les leucémies aiguës myéloïdes que je vous détaillerai aussi par la suite.
Ce premier programme a été labellisé médicament orphelin auprès des autorités européennes et américaines de l'EMA et de la FDA pour le traitement des patients atteints de BPDCN. Et nous sommes actuellement environ à 1 an de l'évaluation clinique chez les patients. En parallèle de ce programme, nous avons développé et nous sommes en train de développer une plateforme de thérapie cellulaire qu'on appelle ELR6 Donc, c'est une plateforme innovante qui aura cette fois pour objectif de cibler pas les patients atteints de leucémie, mais les patients atteints de cancer solide, de tumeurs solides, et qui apporte comme innovation une amélioration de la capacité d'infiltration, une amélioration de la persistance, une amélioration de l'efficacité de ces traitements pour les patients atteints de tumeurs solides. Donc, qui sommes-nous? Carla Biotherapeutics, comme on l'a un peu évoqué en introduction, c'est une jeune société, une jeune start-up française implantée à Besançon, fondée en 2023, qui est fondée par une équipe qui est multidisciplinaire et qui est complémentaire, et à savoir Zaki Selam, qui est le président de la société, et Mehdi Shelby, qui est cofondateur de la société et membre du board de la société, et qui sont tous les deux des serial entrepreneurs qui maîtrisent maintenant, qui sont des entrepreneurs chevronnés dans le développement de biotech en cancérologie et aussi en immunologie. Et avec Zaki et Mehdi, il y a 3 autres cofondateurs issus du monde académique, à savoir le professeur Olivier Adotevi, qui est professeur en cancérologie au sein du CHU de Besançon et qui est directeur de l'unité de recherche de Besançon, qui est un expert médical dans le développement d'essais cliniques en cancérologie, du docteur Fanny Angelot Delettre, qui est la directrice générale de l'établissement français du sang, donc, de l'EFS de Bourgogne-Franche-Comté, qui est une experte dans la production de ces immunothérapies cellulaires, et bien sûr, sans oublier le professeur Francine Garnachotou, qui est professeur en hématologie au niveau du CHU de Besançon, qui est aussi la co-directrice de l'unité de recherche de Besançon et qui est l'experte en hématologie sur les pathologies qui ont été développées au sein de Carla Biotherapeutics. Donc, notre stratégie, comment on se positionne? On se positionne comme une biotech à fort impact qui a pour ambition de traiter les patients atteints de cancer agressif très grave, sans solution thérapeutique et de répondre aux enjeux de santé publique majeurs, avec une vision que l'utilisation et le réarmement des défenses immunitaires des patients est la solution pour sauver des vies. Et nous avons pour mission, et ensemble, nous avons pour mission de mettre sur le marché un portefeuille de thérapies innovantes pour répondre à des enjeux majeurs de santé publique et de souveraineté dans l'accès à ces biothérapies innovantes pour toutes celles et pour tous ceux qui pourront en bénéficier par la suite. Pour cela, pour réussir ces différentes missions que nous voulons amener le plus loin possible, nous avons mis en place des partenariats stratégiques pour le développement de thérapies cellulaires, à la fois avec l'Établissement français du sang, donc, qui possède plusieurs sites de bioproduction en France, qui est un expert national de la bioproduction de ces biomédicaments, et aussi à la fois avec un partenariat avec le CHU de Besançon, qui lui est un centre d'investigation clinique qui est reconnu internationalement pour l'évaluation de ces thérapies innovantes et en cancérologie. De plus, pour approfondir un petit peu plus qui nous sommes labellisés Société Deep Tech par la BPI et lauréat. Nous avons été lauréats du concours d'innovation iLab en 2024 pour le programme de développement que je vous présenterai par la suite, un programme de développement. Et notre premier programme, donc Carla 001, qui est labellisé et qui était soutenu, qui a été et est toujours soutenu par l'Institut national du cancer, par la Ligue contre le cancer, et qui est hautement soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté actuellement. Et pour finir, nous sommes incubés par l'incubateur régional DKBFC, donc un vrai soutien, comme on le voit, avec un vrai soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté pour le développement de ces programmes et le développement de la société. Et nous sommes également une start-up du cluster national en oncologie, du PSCC, du Paris-Saclay Cancer Cluster, qui permet de regrouper tous les experts, toutes les sociétés expertes en développement en cancérologie en France. Nous avons donc, comme je voulais un petit peu évoquer précédemment, actuellement en cours de développement, un portefeuille de thérapie cellulaire innovante avec notre premier programme qui est Carla 001, qui est conçu pour le développement, pour cibler les indications de leucémie aiguë, donc LPDC et leucémie aiguë myéloïde, en ciblant le biomarqueur CD123 qui est à peu près à 1 an de l'évaluation clinique. Et nous avons développé une
cette fameuse plateforme innovante de thérapie cellulaire qui est labellisée iLab, qu'on appelle ELRC Exchange. Et issu de cette plateforme, nous avons 2 programmes, 2 CAR-T-cells en cours de développement à des phases un peu plus précoces, à des phases précliniques, mais qui permettront de soigner des patients atteints de cancer solide par la suite. Donc, si on rentre un petit peu plus en détail dans les programmes en développement, on va commencer par le premier programme, Carla 0001, qui est un CAR-T-cell qui a été conçu, designé et conçu pour cibler spécifiquement les patients atteints de leucémie. Donc, tout d'abord, il faut comprendre qu'il existe différents types de leucémie et nous avons fait le choix de cibler les leucémies aiguës, qui sont des cancers du sang extrêmement agressifs et pour de nombreux patients avec un taux de survie relativement très très faible. Et parmi ces différentes leucémies, nous retrouvons les leucémies qu'on appelle dérivées des cellules dendritiques plasmacytoïdes ou LPDC, qui sont, voilà, pas rentrer trop en détail, mais qui sont des tumeurs malignes hématologiques qui sont relativement très agressives pour les patients, qui vont, en plus d'atteindre la moelle osseuse comme plein d'autres leucémies, ont aussi la capacité d'affecter d'autres organes des patients, tels que les ganglions lymphatiques, la rate et le système nerveux central. Et comme vous pouvez le voir sur la photo ici d'une patiente, on voit aussi que ces leucémies ont la capacité de disséminer, de faire un tropisme cutané avec des atteintes cutanées extrêmement sévères chez ces patients, ce qui montre la sévérité, l'agressivité de ces leucémies pour ces patients. La majorité de ces patients sont des hommes qui sont âgés de plus de 60 ans. Ils sont relativement âgés, mais à 60 ans, on a encore quelques années devant nous. Donc, c'est des patients qui sont âgés, mais encore en bonne santé. Ces pathologies touchent environ entre 1000 et 1400 nouveaux cas par an en Europe, aux États-Unis, en faisant donc une maladie, on va dire, rare. Mais les chiffres qui sont les plus importants à montrer, c'est ces chiffres de survie globale, ces médianes de survie globale, qui sont relativement très faibles pour ces patients, hein, qui sont à hauteur de 8 à 14 mois selon les études pour les patients. Et ce qui est encore plus frappant, c'est la survie globale à 1 an qui est comprise entre 10 à 15% seulement, c'est-à-dire que à partir du diagnostic, seulement un patient sur 10 survit à 1 an. Donc ça montre réellement l'agressivité, la complexité de ces pathologies pour ces patients et le handicap que ça induit chez ces patients. C'est des pathologies qui sont souvent également mal diagnostiquées et sous-évaluées, mais cependant, il y a une faille pour ces pathologies, c'est l'expression d'un marqueur membranaire que l'on appelle CD123 chez tous les patients atteints de leucémie PDC sur l'intégralité des cellules cancéreuses. Donc, ce qui en fait naturellement une cible de choix pour le diagnostic, mais également pour le ciblage, pour le développement de thérapies ciblées. On fait une cible vraiment optimale pour à la fois les patients atteints de leucémie PDC, comme je viens de vous le dire, mais également pour 80% des patients atteints de leucémie aiguë myéloïde, hein, qui sont une autre forme de leucémie aiguë et qui, elle, touche environ 3000 à 3500 cas par an en France. Donc ça touche beaucoup plus de personnes pour lesquelles on a des solutions thérapeutiques. Comme je voulais un petit peu évoquer, le problème avec ces leucémies, c'est qu'il n'existe actuellement pas de consensus de traitement, même très peu de choix thérapeutiques, très peu de solutions thérapeutiques pour ces patients, avec comme seule solution des cocktails de chimie extrêmement intensives, extrêmement lourdes, extrêmement toxiques pour les patients, suivis ou non d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et c'est cette combinaison de chimiothérapie et de greffe de cellules souches hématopoïétiques qui permet, on va dire, des réponses chez les patients atteints de ces leucémies. Mais ces approches thérapeutiques sont extrêmement, comme je vous l'ai dit, extrêmement compliquées à mettre en place, dû à la toxicité et également dû à la complexité d'avoir un greffon, ces fameuses cellules souches hématopoïétiques compatibles avec les patients. Et si on regarde aussi les autres approches qui ciblent ce marqueur CD123, euh, avec les premiers résultats qui ont été montrés sur ces différentes molécules qui ont été évaluées, avec un profil de tolérabilité qui était relativement intéressant, avec pas de toxicité, hein. C'est vraiment une cible d'intérêt, hein. Quand on la cible, il n'y a pas de toxicité chez les patients, mais cependant, les rémissions n'étaient pas au rendez-vous. Et c'était pas en lien avec le ciblage de ce marqueur, mais c'était plutôt en lien avec l'approche de ciblage, hein. Les différentes firmes qui ont développé des approches ciblant CD123 n'ont pas fait les bons choix de ciblage, et ce mauvais ciblage de CD123 a induit des résistances et des rechutes chez les patients.
Donc, de ces différents constats cliniques diagnostiques et cliniques, au sein de Carla Biotherapeutics, nous avons la solution pour ces patients qui s'appelle Carla 001, qui est un lymphocyte T qui a été reprogrammé pour cibler et éliminer spécifiquement ces cellules leucémiques. Donc, comment ça fonctionne, hein? Notre médicament, Carla 001, va pouvoir, avec ce nouveau récepteur qu'on lui a apporté, va pouvoir cibler les cellules leucémiques via le marqueur CD123, s'activer, les éliminer. Et vu que c'est un biomédicament, c'est-à-dire que c'est un médicament qui est vivant dans l'organisme, va pouvoir proliférer chez les patients et pouvoir éliminer à long terme les cellules leucémiques chez les patients. Donc, quand on compare par rapport à des lignes de chimiothérapie, on a un avantage aussi, ce médicament vivant qui va persister chez les patients et pouvoir avoir un effet thérapeutique à très très long terme chez les patients. Donc cette stratégie de modification génétique des lymphocytes pour produire ces fameux CAR T-cells a pour but de transformer nos soldats en de réelles unités d'élite pouvant cibler et éliminer les cancers. Pour cela, comment ça se produit hein, concrètement hein, les lymphocytes des patients sont isolés par ce qu'on appelle une aphérèse. On va venir isoler les lymphocytes du sang circulant des patients. Ces lymphocytes vont pouvoir être transférés dans une unité de bioproduction qui a la capacité de produire ce biomédicament. Ils pourront alors être, dans une seconde étape, être modifiés pour exprimer ce nouveau récepteur, ce nouveau bras. C'est à ce moment-là qu'on parle de CAR T-cell, un lymphocyte avec un bras armé. À la suite de ça, on va avoir toute une étape d'amplification de ces cellules, toutes des étapes bien sûr de contrôle de la qualité, de la quantité, de l'efficacité de ces traitements. Et une fois que toutes ces étapes ont été passées, nous pourrons alors réinfuser directement au patient lui-même ces fameux lymphocytes génétiquement modifiés avec ce récepteur. Et pour faire relativement simple, hein, ce processus il se développe en 3 étapes et l'intérêt de réarmer ces lymphocytes pour avoir ce fameux bras, ce fameux récepteur, ça va permettre de cibler spécifiquement les cellules tumorales, d'activer ces cellules immunitaires, détruire les cellules tumorales sans pour autant cibler les cellules saines ou les tissus sains des patients. Donc, encore une fois, si on compare par rapport aux traitements actuels, hein, les plus connus, les chimiothérapies qui ne sont pas du tout spécifiques de la cellule tumorale, avec cette approche de CAR T-cell, on va avoir une spécificité antitumorale de cette cellule leucémique. Maintenant, quelques résultats scientifiques, hein, parler un petit peu de science pour vous argumenter mes propos sur l'efficacité de Carla 001. Nous avons donc, à l'aide de différents modèles cellulaires, je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais avec différents modèles cellulaires au sein du laboratoire, on a montré dans un premier temps que Carla 001 était en capacité de reconnaître ces cellules leucémiques, de s'activer, comme vous pouvez le voir ici par la gauche avec les marqueurs, des marqueurs qui sont spécifiques de l'activation de la fonction cytotoxique de ces lymphocytes génétiquement modifiés. Et on a montré également que quand on mettait ces CAR T-cells, donc Carla 001, face à des lignées face à des cellules leucémiques in vitro, c'était en capacité de les éliminer en moins de 24 heures, donc ce qui est relativement extrêmement efficace. Et ce, même dans le cas où il y a beaucoup de cellules tumorales, pour très peu de CAR T-cells, il y a encore une efficacité antitumorale qui est extrêmement importante. Par la suite, nous avons bien sûr montré au laboratoire in vitro, c'était une chose, mais on a voulu le montrer aussi maintenant que notre solution thérapeutique fonctionnait cette fois-ci dans des modèles, dans des organismes vivants, donc à partir de souris qui ont été xénogreffées, donc c'est-à-dire tumorifiées avec des cellules leucémiques de patients humaines, bien sûr. Et on a montré que, comme vous pouvez le voir ici sur l'image, que les souris qui sont traitées par le CAR, elles restent blanches, et on montre que l'infiltrat tumoral est lié à cette augmentation de la bioluminescence, parce que les cellules qu'on a injectées sont bioluminescentes. Donc, quand on voit que les souris sont encore blanches, c'est qu'il n'y a pas de présence de tumeur au sein de ces souris. Il y a un contrôle total de la prise tumorale dans ces souris. On le voit également ici, et ce qui est aussi représenté, résumé par une augmentation considérable de la survie médiane de ces souris traitées par le CAR. Et un fait encore plus intéressant, c'est qu'on a reproduit ces résultats, encore une fois avec des modèles de souris tumorifiées avec des cellules de leucémie humaine, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des lignées
tumorales, mais ce sont bien des cellules de patients, donc qui sont encore plus proches de la réalité, avec un environnement un peu plus compliqué, encore plus complexe que des lignées cellulaires. Et on montre bien ici en violet, comme vous pouvez le voir, un contrôle de la prise tumorale dans les souris traitées par le Carla 001 et une augmentation considérable de la survie globale de ces souris qui est augmentée de plus de 3 fois euh, pour ces souris traitées par le CAR. Et pour finir, nous avons montré qu'on était aussi également en capacité de produire des carticelles, mais cette fois-ci à partir de lymphocytés de patients. Donc, on a pris des lymphocytés de patients, mais on a pris des lymphocytés de patients issus du diagnostic, mais également issus de la rechute. On voulait évaluer la capacité de produire notre solution thérapeutique à partir de cellules immunitaires de patients après plusieurs lignes de chimiothérapie. Et comme vous pouvez le voir, hein, comme précédemment, hein, que les souris, avec ces différentes images ici à gauche, que, encore une fois, la bioluminescence, elle reflète la prise tumorale, hein, les cellules injectées sont bioluminescentes, donc c'est-à-dire que quand il y a de la bioluminescence, il y a présence des cellules tumorales, et quand il n'y a pas de bioluminescence, c'est qu'il n'y a pas de cellules tumorales. On montre bien que dans les deux groupes de souris traités par les CAR, produits avec des lymphocytes issus au diagnostic ou ici issus de la rechute, il n'y a pas de prise tumorale dans ces souris. Il y a un contrôle total de la prise tumorale de la leucémie dans ces souris. Et on voit bien ici avec une augmentation considérable de la survie médiane de ces souris, hein, avec, pour cette étude, l'induction d'une réponse dans 100% des souris après seulement une injection et une augmentation de plus de 3 fois de la survie de ces souris. Donc, toutes ces données précliniques hein, nous conduisent à la prochaine étape du développement de notre biomédicament, et c'est ce pourquoi on est là actuellement, qui est l'évaluation clinique chez les patients, avec comme première étape une étude de phase clinique qu'on appelle de phase 1b2, avec comme objectif principal d'évaluer à la fois la tolérance et la sécurité de notre produit chez les patients, et de déterminer ce qu'on appelle la dose maximale tolérée et la dose recommandée pour, on va dire, la phase 2 dans un premier temps, et pour un second objectif d'évaluer les signes d'activité antitumorale clinique, préliminaire certes, mais pour avoir déjà une idée de l'efficacité de notre produit chez les patients, et également évaluer la qualité de vie liée à la santé. De plus, notre approche clinique a été également à l'origine d'une certaine innovation, hein, si on regarde par rapport à ce qui existe actuellement dans nos concurrents qui développent des carticelles et qui évaluent des carticelles dans des essais cliniques, à savoir que nous avons choisi de faire une stratégie de fractionnement de dose. C'est-à-dire qu'on ne va pas injecter l'intégralité de la dose de Carla 001 à J0 et on va attendre de voir ce qui se passe chez les patients. C'est que nous, on a cette approche de fractionnement de cette dose avec une petite dose à J1, on augmente la dose à J2 s'il n'y a pas d'effet secondaire qui apparaît chez le patient, et on injecte l'intégralité de la dose à J7. Donc, tout ça, bien sûr, bien contrôlé d'un point de vue clinique, et dans un objectif bien sûr, de sécurité des patients, de pouvoir ajuster la dose chez les patients, de pouvoir optimiser l'expansion et la persistance du CAR chez le patient. Et vu qu'on sait que l'expansion et la persistance est un gage d'efficacité à long terme chez les patients, il faut améliorer cette expansion. Et dernier point, de contrôler la réponse immunitaire, hein, et on le sait maintenant dans les thérapies cellulaires et en particulier avec les carticelles, la sécurité est en lien avec cette réponse immunitaire extrêmement sévère, comme il y a pu avoir pendant l'épidémie de Covid avec ces syndromes de relargage cytokinique qui sont relativement importants. Donc, ce fractionnement de dose permet d'améliorer cette sécurité. Et tout ça dans le but final d'améliorer l'index thérapeutique avec cet équilibre entre sécurité et efficacité du traitement. Donc, pour conclure sur ce premier programme Carla 001, il présente de nombreux avantages. Il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites autour de ce programme, une vraie chaîne de valeur qui a été produite autour de ce programme, à savoir une forte persistance due à la structure du carticelle qui n'est pas, comme je vous l'ai évoqué précédemment, c'est un carticelle de troisième génération avec une structure un petit peu plus complexe que les carticelles qui sont actuellement en évaluation clinique. Cette structure va permettre une persistance plus longue dans l'organisme. Il y a aussi une innovation sur la sélectivité. Donc, on a développé un carticelle qui était d'une précision chirurgicale, qui venait éliminer spécifiquement les cellules tumorales, et tout en épargnant bien sûr les cellules et les tissus sains des patients pour réduire les toxicités chez ces patients.
Nous avons aussi travaillé sur deux autres aspects de sécurité, à savoir l'utilisation d'un antidote réversible. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, après avoir infusé le carticelle chez le patient, on peut mettre sur pause, si on veut, peut utiliser un antidote réversible, mettre sur pause le carticelle afin de réduire ses effets indésirables. Et dès que le médicament a fini de faire son action et qu'il est métabolisé par le patient, le carticelle va pouvoir reprendre ses fonctions naturelles antitumorales. Donc c'est un gage de sécurité. Et bien sûr, le dernier point sur lequel on a un certain avantage, une certaine innovation autour de notre programme, c'est sur cette design clinique de fractionnement de dose, qui est une stratégie qui va nous permettre du coup d'optimiser l'index thérapeutique, d'améliorer le traitement pour les patients et de minimiser les risques liés à ces traitements. Maintenant, quelques mots sur la plateforme unique de thérapie cellulaire que nous développons au sein de Carla Biotherapeutics. Et c'est cette plateforme qui a été labellisée au concours d'innovation iLab en 2024 par la BPI. Donc, pour faire relativement simple, on est parti d'un constat, on va dire, clinique et d'un constat scientifique. C'est les thérapies cellulaires actuellement, les carticelles, mais aussi les autres approches de thérapie cellulaire, pour les patients atteints de tumeurs solides, ne fonctionnent pas. Et elles ne fonctionnent pas, dû à plusieurs problèmes, mais en particulier à plusieurs problèmes, mais le plus gros problème du manque de fonctionnement de ces carticelles chez les patients atteints de tumeurs solides, c'est dû à l'environnement, le micro-environnement tumoral qui est extrêmement immunosuppresseur. Donc, c'est-à-dire que c'est une barrière physique, la tumeur, mais une barrière physique qui empêche ces thérapies cellulaires, même si elles sont réarmées, même si ces cellules sont réarmées pour cibler les cellules tumorales, elles ne peuvent pas accéder à la tumeur, elles ne peuvent pas entrer dans la tumeur, donc elles ne peuvent pas non plus persister dans la tumeur, et donc ne peut pas éliminer les cellules tumorales. Donc de ce problème, nous avons développé une solution, donc c'est cette fameuse plateforme ELR-CXS, qui est une solution de double aspiration au niveau du site tumoral, qui va modifier, en plus de modifier les cellules immunitaires, donc ces fameux lymphocytes T, avec le récepteur qui va permettre de cibler spécifiquement les cellules tumorales. Nous avons apporté d'autres modifications génétiques qui vont permettre d'augmenter l'infiltrat au niveau du site tumoral. Donc les carticelles vont pouvoir s'infiltrer au niveau du site tumoral, s'ancrer, persister au niveau du site tumoral, et via une deuxième innovation, va pouvoir également aspirer les autres cellules immunitaires au sein de la tumeur. Et maintenant, on le sait relativement bien d'un point de vue clinique, que plus l'infiltrat lymphocytaire est important au niveau du site tumoral de la tumeur solide, plus l'efficacité est importante, donc plus on a de chances d'avoir une thérapie fonctionnelle pour ces patients atteints de tumeurs solides. Et c'est issu de cette plateforme, ELR-CXS, qu'un premier programme est en cours de développement actuellement, qu'on appelle Carla 002, qui est du coup, le premier carticelle issu de cette plateforme et qui a ces trois caractéristiques liées à cette plateforme innovante, à savoir la double aspiration au niveau du site tumoral, la spécificité tumorale liée au carticelle et la persistance accrue et l'ancrage au niveau de ce site tumoral. Donc c'est une solution, c'est même la solution thérapeutique de thérapie cellulaire qui va permettre de conduire à des réponses et à des rémissions importantes pour ces patients atteints de cancer solide, où pour l'instant, peu de solutions thérapeutiques fonctionnent. Pour poursuivre sur la présentation de la société, quelles sont notre stratégie de propriété intellectuelle et notre feuille de route financière par la suite. Donc, au niveau de Carla 001, nous avons signé avec l'Université de Franche-Comté une licence d'exploitation exclusive et mondiale pour toutes les indications qu'on pourrait utiliser pour évaluer ce Carla 001, et ce jusqu'en 2039. Donc, comme vous pouvez voir, pour de nombreux pays, en Europe, Israël, Canada, États-Unis, Chine, Japon et Australie. Et comme évoqué précédemment, nous avons été désignés pour Carla 001, désigné médicament orphelin, qui a été obtenu en 2022 pour le traitement des patients atteints de leucémie PDC, donc à la fois auprès des autorités européennes, donc l'IMA, et à la fois au niveau des autorités de santé américaines, donc la FDA. Et ce label n'est pas uniquement un label comme un autre, il va nous permettre également d'accélérer la mise sur le marché de notre produit et de pouvoir proposer notre carticelle plus rapidement aux patients qui en ont besoin. Notre modèle économique, il est basé, comme beaucoup de biotech en santé, sur la production de valeur au sein de la société, autour de différents programmes en développement et sur l'octroi de licences
auprès de firmes pharmaceutiques. Et tout cela, bien sûr, sera jalonné avec les succès des études cliniques. Et bien sûr, on pourra avancer grâce aux résultats positifs des différentes phases cliniques et avec bien sûr des royalties sur les ventes suite à l'autorisation de la mise sur le marché de nos différents programmes de thérapie cellulaire. Donc notre besoin actuel, il est, comme vous l'avez compris, de 500 000 euros avec un minimum de 300 000 euros qui aura pour but de financer l'étude de phase 1B de Carla 001 et d'obtenir à la suite de cette phase 1B, cette première phase clinique, de cette première évaluation clinique, d'obtenir les premiers résultats cliniques qui seront du coup une source de valeur au niveau de la société et qui permettront de pouvoir lever davantage de fonds par la suite pour l'évaluation des prochaines étapes cliniques, qui sont les étapes de phase 2 et de mise sur le marché du médicament. Nous sommes actuellement en phase de finalisation d'un avis scientifique pour ce premier programme auprès des autorités de santé françaises et pour une demande d'autorisation d'études cliniques à horizon fin 2026, début 2027. Et un peu plus largement, si on veut regarder à horizon 5 ans, notre plan de développement et de financement, notre besoin actuel, comme vous l'avez compris, il est de 500 000 euros pour produire de la valeur au niveau de la société et lever davantage de fonds pour continuer à développer nos médicaments et permettra du coup de créer de la valeur autour de Carla 001, autour de notre plateforme innovante ELR CX et des programmes issus de cette plateforme innovante, et d'ainsi de générer les premiers revenus de la société avec une sortie potentielle dans un délai de 5 ans. Voilà, en tout cas, je tenais à remercier l'intégralité des WeSeeders qui ont déjà participé à cette collecte participative et bien sûr à vous pour votre attention ce soir ou bien sûr pour la visualisation du replay par la suite. Merci beaucoup Maxime pour cette présentation bien complète. Voilà, ça a été relativement dense, mais je pense que c'était important sur la partie compréhension scientifique de vos projets. Le projet? Euh, Oui. donc voilà, merci pour tout ça. On va maintenant prendre les questions. Donc voilà, si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas. Et en attendant, je vais commencer à poser les premières que j'ai pu recueillir par ailleurs d'investisseurs ou de WeSeeders. Donc la première, c'était, tu as répondu vers la fin, peut-être est-ce que tu peux remettre, Maxime, si ça ne te dérange pas, la, Non, la non. partie, la partie calendrier, enfin la partie roadmap? La première question que j'avais eue en parallèle, c'était quel est le besoin de financement total jusqu'à la preuve de concept clinique et à quoi servira précisément la levée en cours. Donc c'est en deux phases. Mais la première, enfin, on peut même les deux, hein, mais tu as répondu. Le besoin de financement jusqu'à la preuve de concept clinique, c'est le besoin actuel que tu décris dans la slide qu'on voit là, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que vous voyez le partage ou Oui, pas? on ne le voit pas en grand écran, mais je Ah, pense que pardon. ça non, mais je pense que c'est OK. Ouais, voilà, là c'est parfait, merci. On voit bien. Ok. Oui, oui, bien sûr, pardon. On va dire c'est l'amorçage dans un premier temps pour pouvoir accéder à cette première phase clinique qui nous permettra du coup d'avoir de la valeur et de pouvoir par la suite, on est déjà en discussion avec des fonds d'investissement maintenant pour les étapes d'après, pour pouvoir amorcer les étapes qui vont arriver ensuite, hein. Je ne sais pas, Zaki, Mehdi, si vous voulez compléter sur cette partie-là. Ouais, en fait, pour répondre à la question, ce financement à travers WeSeed nous permettrait de créer un gros point d'inflexion dans la valorisation du programme et de la start-up, dans la mesure où on y permettra non seulement d'entrer dans la phase clinique, mais d'aller jusqu'au bout de cette phase clinique qui est comme un point d'inflexion sur la valorisation du programme. Et c'est ce qu'on met aussi au niveau du slide, c'est que techniquement parlant, commercialement parlant, à ce stade-là, quand on a les résultats de la fin d'une phase 1B, donc qui est la première phase d'évaluation du programme Carla 001 sur du patient, on est éligible pour un deal. Il y a à peu près, on va dire,
30 à 50% des deals qui se font à ce stade-là, et voire plus, en fonction des considérations. Mais vu qu'on est sur une indication niche orpheline sur lequel on va pouvoir, dans le cadre de la première phase, non seulement d'évaluer le profil de sécurité, mais avoir des signaux tangibles d'efficacité préliminaire, on est très confiant par rapport à l'éligibilité pour un deal à ce stade-là. Donc en gros, le financement nous permettrait non seulement d'entrer en phase clinique, mais d'aller, avec tous les effets de levier qu'on va créer financièrement, d'aller jusqu'au bout de cette étude de phase 1B. Mehdi? Ouais. Sur les effets leviers, je rebondis là-dessus, ils sont déjà sécurisés. C'est-à-dire qu'en fait, on a 1,25 million qui sont d'ores et déjà sécurisés, c'est-à-dire qu'avec ces 500 cas, à travers l'investissement WeSeed, derrière, on va déclencher automatiquement ces 1,25 parce que les contrats sont déjà là, sont déjà discutés, sont déjà sécurisés, et c'est au moment du dépôt de fonds de ces 500 cas qu'on va pouvoir activer la libération des fonds non dilutifs. Donc c'est pas juste la partie non dilutive qu'on a mis comme ça. On a vraiment travaillé le dossier en profondeur avec tous les acteurs qui nous accompagnent, la BPI, la région, l'État. Et avec ces 500 cas, on fait un effet levier qui fait un total de 750 millions, 750 millions qui vont pouvoir être débloqués suite à la levée de fonds de 500K auprès de WeSeed, pour être très concret et très précis. Parfait, merci messieurs. Je pense que ça répond bien à la question et tu as bien fait, Mehdi, je pense, de rappeler enfin, que l'effet de levier parallèle était déjà sécurisé. C'est quand même un élément important de la stratégie. Parfait. Donc j'ai une autre question qui était quels sont les principaux risques techniques et réglementaires que vous identifiez et comment est-ce que vous les gérez? Alors, les risques réglementaires, ils sont en cours d'appréhension, ils ont déjà été appréhendés. Déjà, il faut savoir que, euh, à contrario d'énormément de startups dans le développement de médicaments qui sont à notre stade de développement, on a déjà bénéficié d'un label particulier qui est le label maladie orpheline, en Europe avec l'IMA et aux États-Unis avec la FDA. Ce label apporte un gros niveau de soutien, de tolérabilité et d'acceptabilité de toute pour ce type de programme, donc ça c'est vraiment très bien. Et donc il y a déjà un premier de-risking au niveau réglementaire. Le deuxième de-risking qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'on prévoit, avant même de soumettre le dossier, avant d'entrer en clinique, on prévoit ce qu'on appelle une consultation réglementaire, un avis scientifique auprès de l'autorité nationale compétente française, puisqu'on prévoit de mettre en place l'étude clinique en France, et on est sur la phase de finalisation de soumission de ce dossier-là. Et ça permet d'apporter un gros élément de risk mitigation, de de-risking, parce qu'en fait, on n'attend pas le dernier moment de postuler pour l'entrée en clinique pour savoir si on a tout le dossier, tout le data package qui est prêt. Et le dernier point, qui est quand même le plus important, c'est qu'on travaille avec des experts aguerris et reconnus au niveau réglementaire sur le développement, mais aussi l'autorisation et la mise sur le marché de programmes dans cette catégorie-là, qui ont une grosse expérience de collaboration et d'interaction avec les autorités réglementaires françaises. Et on a fait, dès qu'on a commencé à travailler dans Carla, un gap analysis indépendant et non biaisé de l'ensemble du programme pour savoir où c'est qu'on était, ce qui nous manquait, et on est parti générer les datas qui nous manquaient. Donc on n'est pas sur un positionnement de conviction, on est vraiment sur un positionnement objectif de qu'est-ce qui nous manque pour aller chez le patient, qu'est-ce qu'on doit générer et comment faire les choses dans les règles de l'art. Et au niveau technique, bah, quelque part, au jour d'aujourd'hui, on sait que le programme, il est efficace, on sait que le programme, il est industrialisable, et la seule, on va dire, l'obstacle technique qu'on est en train de faire avancer, c'est ce qu'on appelle la partie CMC, qui est la phase d'industrialisation, et pour le moment, tous les feux sont ouverts. Donc sincèrement, je vous dirais que sur ce genre de technologie, on ne voit pas d'obstacle technique, si ce n'est les travaux que nous, on mène en parallèle, qui sont liés plutôt à essayer de travailler sur améliorer la chaîne de valeur et réduire in fine le coût du traitement. Ça fait partie des challenges, on va dire, pharmaco-économiques, mais qui sont influencés essentiellement par la dimension très technique. On est très sensible à cela. On veut développer un médicament à impact. On veut que ce médicament il soit accessible
à la majorité. Et donc, c'est, on va dire, les challenges techniques qu'on prévoit d'aborder. Et bien évidemment, le nerf de la guerre, ben, c'est que quand même, une fois qu'il est chez le patient, qu'il démontre un profil de sécurité acceptable et un profil d'efficacité. Et justement, ce qu'a présenté tout à l'heure Maxime, à savoir l'approche de fractionnation. Au lieu d'administrer une seule dose en une seule fois, on fait une fractionnation. Ça, c'est une approche innovante. Donc, pour nous, ça nous permet de contrôler l'effet sur le patient et de s'assurer que chaque patient est appréhendé de la manière la plus optimale, sans risque d'effet secondaire. Et on a plein d'autres approches aussi au niveau purement pharmacologique qui nous permettent d'appréhender de manière la plus précautionneuse possible le traitement des patients. Et et juste pour compléter sur la partie technique et industrialisation, on a dérisqué, on va dire, on a dérisqué une grosse partie technique, c'est l'utilisation de cet agent de modification, hein. Ça, on a identifié un partenaire stratégique qui nous permet de développer on appelle nous couramment le gen delivery, ce qui nous permet de modifier génétiquement nos cellules. Ça, on a un partenaire avec lequel on a déjà travaillé, on a déjà évalué un lot qu'on appelle pré-GMP, donc c'est un même lot qu'un lot clinique mais à un grade un peu moins qualifié, mais qui est produit de la même façon. On l'a dérisqué, on sait qu'il fonctionne et c'est efficace. Et actuellement, donc dans les mois à venir, on va dire fin du premier trimestre 2026, on travaille avec notre partenaire l'EFS pour dérisquer toute cette faisabilité de production, hein, cette production à grade clinique. Fin premier trimestre, on aura évalué et sécurisé tout le procédé de production, tous les contrôles qualité qui nous permettront de dire, bah, là maintenant, on maîtrise l'intégralité de la chaîne d'industrialisation du procédé de production et de la production intégrale du produit. Ok, parfait. Merci beaucoup, messieurs, pour ces réponses. Tu as commencé à en parler, Zaki, dans ta réponse, mais j'avais une autre question sur la partie, on va dire, différenciation, concurrence. La question, c'était comment, en fait, vous différenciez-vous des autres biotech CAR-T? Parce que vous l'avez dit, il y en a d'autres, notamment sur... enfin, voilà, comment vous différenciez finalement sur des autres biotech CAR-T? Bah, tout dépend de à quel niveau on se compare. C'est-à-dire que quand on se compare dans notre domaine, en tout cas par rapport à la compétition, ça se fait à deux niveaux. Soit au niveau de la technologie, soit au niveau du positionnement sur les indications sur lesquelles on veut aller. Donc si on prend le premier programme Carla 001, on est sur une indication pour lequel il n'y a pas de CAR-T qui ont fonctionné. On est sur un CAR-T de troisième génération. La plupart de ceux qui ont été poussés en clinique sont plutôt deuxième génération. Et on est sur un CAR-T sur lequel il y a un vrai travail d'orfèvre qui a été mené à la byzantine, à la mode Besançon, vraiment, où le programme il a été fine-tuné, comme on dit en anglais, afin d'être le plus percutant et le plus pertinent possible dans une approche thérapeutique. Donc, ça a été développé non pas comme on va dire, un joujou technologique, mais comme un vrai candidat médicament. Et c'est ce que nous, dans l'équipe cofondatrice de Carla, on a vraiment apprécié. Donc, c'est tout le travail de l'approche thérapeutique, de la fractionnation, du fait qu'on utilise un antidote pour la première fois qui est réversible. D'habitude, quand un CAR-T est utilisé, on n'utilise pas d'antidotes qui sont réversibles. Il y a tous ces éléments-là, la qualité de développement du véhicule de ciblage de la tumeur, l'anti-CD123 qui est beaucoup plus percutant, plus sélectif que tout autre compétiteur. Donc, quand on cumule tous ces plans-là, on va dire, pour vous donner une analogie, pour ceux qui s'en rappellent encore, c'est, on considère qu'on a un Google à l'époque où il y avait d'autres moteurs de recherche. Google, ils n'ont pas révolutionné, ils n'ont pas inventé des moteurs de recherche, mais ils sont arrivés, ils l'ont mieux fait. Ils l'ont mieux fait que tout le monde et ils ont rasé le marché. Donc nous, sur ce premier programme, c'est comme ça qu'on se positionne sur cette indication et sur les autres indications sur lesquelles on pourrait s'étendre. Maintenant, le deuxième programme, la deuxième technologie, là, on est vraiment sur une innovation de rupture où la plupart des CAR-T, enfin tous les CAR-T qui ont été approuvés jusqu'à maintenant, c'est sur des tumeurs liquides. Les tumeurs solides, il y a une grosse barrière à l'entrée. Et une des barrières à l'entrée, il y en a deux, c'est celle d'avoir un effet qui soit persistant dans le temps. Et le deuxième, qui est beaucoup, beaucoup moins adressé, c'est celui de permettre aux CAR-T de rentrer dans la tumeur, parce que la tumeur représente une poche impénétrable pour les CAR-T.
Et ce que nous, on fait, c'est qu'on travaille sur une technologie qui est complètement innovante, que personne n'aborde. On a une approche qui est orientée, pilotée par le marché. On a regardé ce qu'il y avait dans le marché, ce qu'il y avait dans la compétition. On s'est dit, bon, vu les infrastructures, les compétences, on va aller développer cette technologie sur ce rationnel-là. On a obtenu le financement de la BPI, le iLab, qui est quand même très sélectif et assez prestigieux, pour pouvoir financer ce programme. Et on peut dire au jour d'aujourd'hui qu'on a de très belles preuves de concept. Donc sur le deuxième, on a un positionnement unique sur ce qu'on appelle l'infiltration des tumeurs. Il n'y a personne qui le fait comme nous. Il doit y avoir 2 ou 3 acteurs mondiaux qui le font, pas plus. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. Oui, complètement, complètement. C'est très clair, merci beaucoup. Et enfin, donc on a abordé pas mal de sujets. Je sais qu'il y a un sujet qui tient aussi au WICIDER, c'est le sujet de la sortie potentielle. Alors voilà, même si c'est encore tôt pour en parler, vous en avez un petit peu parlé pendant la présentation et pendant la réponse aux questions, mais comment vous envisagez une sortie pour les investisseurs WICID qui viendraient, participer à cette collecte? Alors en fait, il y a 2 options possibles. Et je pense, Maxime, si tu peux réafficher le Bien slide sûr. avec le plan de développement, parce que je pense que c'est important de comprendre. Donc, dans notre domaine, les transactions, elles seront essentiellement autour de la propriété intellectuelle et d'un transfert de propriété intellectuelle. D'accord? Donc, nous, on se dit, bon, sur le programme Carla 001, il y a la possibilité d'un deal à l'horizon, on va dire fin 2027, à la fin de l'étude clinique. S'il y a un deal, ce serait un deal de licence, d'accord? Et ce licence, la valeur de cette licence constituerait un total sur sur plusieurs milestones, on va dire, de 400 millions, et on estime qu'à la signature, le front, on va dire, ce serait de 50 millions d'euros. Si c'est à le front, il y aurait de la redistribution qui serait effectuée une partie, qui permettrait d'assurer un payback et même un multiple d'investissement significatif qui pourrait être redistribué aux actionnaires. C'est la première option. La deuxième option, si une boîte pharmaceutique vient et se positionne et souhaite non pas signer une licence, mais acheter ce programme et l'ensemble de la société, là, on est sur une perspective de revente de la société. Et en général, ce qui se fait dans notre industrie, c'est que ce genre de transaction, même de rachat de société, il est structuré aussi avec des milestones selon le même principe qu'une licence. En gros, la boîte pharma dit, bon, ben, je suis intéressé par vos programmes. Nous, on dit, bon, nous, on veut pas nécessairement aller sur une licence. Avec nos actionnaires, on a décidé d'aller sur un autre type de deal, plus vendre de la société. Et bien à ce moment-là, ils vont calculer ce qu'ils paieraient pour une licence et ce serait structuré selon plus ou moins la même manière, sauf qu'au lieu qu'il y ait une licence, et ben, il y aurait un rachat des actions de la société et un transfert de la licence depuis Carla à l'acheteur. Mais in fine, on va dire que c'est les deals tels qu'on les perçoit, le deal 1 et le deal 2. Mais le deal 1, d'ores et déjà, constituerait la première fenêtre de retour sur investissement pour les investisseurs WICID. Et ça, c'est quand même une particularité parce que nous, Carla, on est déjà à moins d'1 an de la clinique. La plupart des startups qui sont en biotech, elles sont à 3, 4 ans, voire 5 ans de l'entrée en clinique. Donc, c'est une vraie particularité qu'on a. Donc, du coup, la fenêtre de retour sur investissement, c'est pas un horizon qui est galvaudé, c'est que notre programme en tant que tel, il a été super bien développé, on l'a bien poussé et on est déjà en phase de préparation d'entrée en clinique. Donc du coup, les WICIDers, quand ils rentrent là-dedans, ils disent OK, il y a le gros dérisking qui a été fait sur les activités, on va dire, non cliniques, un gros dérisking qui a été mené au niveau réglementaire. La seule chose qu'il faut financer, c'est la production, on va dire, la production du lot clinique. Carla s'arrange pour créer les effets de levier, va mettre en place une étude clinique qui, en général, coûte beaucoup plus, mais nous, on a un modèle qui est très cost-effectif, très lean, donc du coup, on sait qu'avec cet investissement du WICID plus les effets non dilutifs, on est capable d'arriver à la fin du phase 1. Donc, c'est en termes de cost-effectiveness, un modèle qui peut assurer un retour sur investissement qui est au-dessus de la moyenne. Ok, très bien, oui. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a une première fenêtre qui serait à la fin de la phase 1B pour Oui, Carla 001 et une Oui. autre fenêtre potentielle qui interviendrait plus tard, oui. plutôt sur Carla 002, quoi. Voilà. Exactement, exactement. Et puis de toute façon, nous, on commence d'ores et déjà à initier des discussions avec les acheteurs Oui. potentiels. On est dans une industrie qui est très connectée. Il y a un gros travail de dissémination scientifique qui a été mené
avec brio jusqu'à maintenant par Maxime. Et je peux vous dire, je suis en discussion moi-même aussi en permanente avec des acteurs de l'industrie pharmaceutique, des gros laboratoires, pour savoir un petit peu ce qu'ils recherchent, quelles sont les attentes, à quel moment ils peuvent se positionner. Donc nous, on ne va pas attendre la fin de la phase 1 pour commencer à discuter avec les acheteurs potentiels. Et c'est souvent des discussions qui sont assez longues parce qu'on est sur des deals assez complexes. Donc nous, une fois qu'on a levé l'argent, on va commencer on est déjà commencé, mais on sera beaucoup plus actif sur les discussions avec les boîtes pharma. Il y en a certains qui sont déjà dans notre shortlist. Il y en a certains qu'on connaît déjà à titre personnel parce qu'on a un track record avec Mehdi d'interaction et de deal avec des acteurs de la pharma. Et donc, on va commencer à présenter notre programme parce que pour les boîtes pharma, pour l'essentiel, ça commence à devenir intéressant pour elles dès lors qu'on rentre en clinique. Avant, c'est considéré, bon, faites le job, faites le de-risking. Dès que vous rentrez en clinique, là, ça commence à être intéressant. Et c'est cet accélérateur que le financement WICID permettra d'amener. Et j'ajoute aussi que dans le design de notre étude clinique, on a rajouté des jalons intermédiaires qui permettent d'analyser des premières données sans attendre la fin de la phase 1B pour pouvoir les partager avec des industriels pharma et préparer ce deal, préparer cette sortie potentielle. Parce on est comme les WICIDers, on est aussi sur cette partie sortie, donc on partage le même alignement qui, en gros, si je résume, se fait entre même mi-2027 et 2029, à la fois potentiellement à travers Carla 001, Carla 001 plus Carla 002, voire Carla 002. Donc on a vraiment potentialisé avec cette approche de portefeuille d'actifs autour de la société les différentes sorties possibles à un horizon 5 ans pour tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc voilà, si vous êtes en direct avec nous, n'hésitez pas à compléter si vous avez d'autres questions. On est encore à temps de les prendre. En attendant, est-ce que vous avez un dernier message peut-être à partager aux WICIDers avant qu'on finalise ce live? Dans un premier temps, je pense déjà, pardon, Zaki, de remercier déjà toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints, qui ont décidé de rejoindre l'aventure avec nous depuis qu'on a démarré la collecte. Et bien sûr d'encourager les prochains WeSeeders à nous suivre, hein. On pense réellement que on est une société qui va permettre de peut-être pas révolutionner, mais en tout cas de proposer des solutions thérapeutiques concrètes, pas uniquement business, mais concrètes d'un point de vue scientifique, d'un point de vue clinique, pour malheureusement tous ces patients qui actuellement n'ont que très peu de solutions et que très peu de temps devant eux. Donc on est vraiment une solution pour tous ces patients et le cancer, encore une fois, on va dire on est tous plus ou moins touchés de près ou de loin dans sa vie à ces différentes maladies. Merci à tous et l'aventure continue. Et puis, si je peux rajouter un dernier point, vraiment pour vous ramener dans le concret, dans l'impact, bien évidemment, il y a la dimension financière de l'investissement, et nous, on est parfaitement conscients de cela, et c'est ce qu'on vous a présenté. Mais in fine, vous avez la possibilité, en tant que WeSeeder, de créer vraiment un impact sur la vie des patients et de leurs familles. On est sur une indication qui, quand les patients sont diagnostiqués, ils ont moins d'un an de taux de survie. Donc, je tiens quand même à le préciser, parce que ça peut rester très abstrait, mais il faut se dire que c'est une indication qui a un gros besoin médical non pourvu, et vous avez la possibilité d'impacter leur vie en leur mettant à disposition, leur permettre de faire partie, en tout cas pour les patients qui font partie de l'étude clinique, dans un horizon de 2 à 3 ans. Donc, ce n'est pas comme si on était sur une approche conceptuelle théorique où vous dites, bon, on investit sur la recherche et puis on verra les résultats dans 10 ans. C'est-à-dire que vous-même, en tant que WeSeeder, quand vous venez soutenir Carla, vous venez nous soutenir dans une démarche où on sait qu'on va entrer en clinique et c'est le type de technologie. Ça n'est pas le cas de toutes les technologies, mais vu la voie réglementaire et le design de l'étude clinique qu'on suit, tout de suite, on verra l'impact chez les patients. Et c'est un impact qui peut être exceptionnel. Je tiens à préciser que les CAR-T font partie de ces traitements qui ont des effets vraiment exceptionnels sur les patients. Donc, vous avez moyen aussi, à votre niveau, chacun en fonction de ses ressources, mais de générer un impact sur la vie des patients. Et en plus, c'est des études cliniques qu'on va mener en France. Donc, c'est sur la vie de nos concitoyens. Allez-y, foncez, parce qu'il y a la dimension financière et la dimension impact patient, sociétal et tout ce qui va derrière.
Et je m'associe à mes deux, à mes deux collègues ici. J'insiste aussi sur la partie souveraineté aussi, puisque, croyez-moi, on a fait le choix de rester à Besançon, de faire dans la région Bourgogne-Franche-Comté toute la production, le développement, l'étude clinique. On a fait le choix aussi de rester en France, de faire l'étude clinique en France, de participer aussi à la souveraineté en termes de santé en France. Et par ces temps un peu perturbés, je dirais, géopolitiquement, c'est vraiment important de pouvoir avoir des thérapies innovantes qui démarrent en France avec l'excellence de la recherche académique française et qui continuent jusqu'aux patients. Ça nous tient vraiment à cœur et vous pourrez y contribuer aussi fortement. Merci à tous. Merci à vous trois. Je pense que c'était bien de repréciser tout ça. Pour ma part, je vais juste refaire un petit point sur la collecte en elle-même sur WeSeed. Donc voilà, si ce qui vous a été partagé ce soir vous a convaincu, vous êtes déjà convaincu, n'hésitez pas à aller sur la plateforme WeSeed. Le projet, c'est Carla Biotherapeutics. On est à l'heure où on fait ce live à 125 000 euros collectés, sachant que vous l'avez vu, le montant recherché global est à 500 000, mais le montant minimum est à 300 000 euros pour réaliser l'opération. Donc voilà, vous êtes toujours à temps de rejoindre la collecte et l'aventure Carla. Petite précision aussi sur l'investissement lui-même, étant donné qu'on est sur une JUR, donc une jeune entreprise innovante de rupture, vous pouvez bénéficier également d'une défiscalisation à hauteur de 50% de votre investissement. Donc voilà, c'est quand même un élément important à prendre en compte. Et puis voilà, le mieux c'est d'aller sur WeSeed, sur la plateforme weseed.com et d'aller voir le projet. Si vous avez des questions, peut-être pour ceux aussi qui nous regardent en replay, auxquels on n'a pas répondu ce soir, n'hésitez pas à les poser sur la fiche projet sur WeSeed. Voilà, je sais que Maxime, Zaki, Mehdi, ils répondent toujours rapidement. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous pour votre participation ce soir et merci aussi à ceux qui nous ont regardé en replay. Voilà, je vous Merci. souhaite une bonne soirée. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci.